Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation en ligne pour Rhino 5 pour Windows. D'abord, je vais me présenter. On va se mettre juste ici. Voilà, donc moi, c'est Vanessa Steg. Donc, peut-être que je connais quelques-uns d'entre vous. Je suis en fait, assistance, enfin, je m'occupe de l'assistance technique et de la formation, notamment pour les pays francophones, voilà, pour McNeil. Et puis voilà, et puis à la base, je suis designer produit. Donc pour présenter un petit peu mon parcours, bon, ça fait 12 ans que je travaille pour McNeil. Comme dit, je suis designer produit à la base, donc je fais en parallèle à l'activité avec McNeil des formations, de la création aussi, et notamment je me spécialise dans la fabrication numérique. Voilà, donc ça c'est un peu sur mon histoire personnelle. Par rapport à aujourd'hui, je voulais vous présenter le petit panneau pour ceux d'entre vous qui participent à ces présentations pour la première fois. Alors, voilà, donc en vous connectant sur le logiciel de GoToWebinar, vous allez avoir peut-être pas exactement le panneau que je vous montre ici, mais quelque chose qui lui ressemble bien. Et notamment, ce qui est important de voir, c'est voilà, de bien tester votre connexion. Vous avez les icônes, les fonctions là pour vous permettre justement de tester l'audio. Et puis, notamment, le plus important, c'est peut-être le panneau des questions. D'accord? Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, poser vos questions. Alors, sachez que j'ai pas des belles photos de mes collègues, mais j'ai deux de mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, donc notamment Cécile Lamboro et Rodrigo Barcena. Et donc, Cécile s'occupe on va dire, de la traduction, en fait, de tout ce qui est la datation de Rhino en français et de la documentation. Et puis, Rodrigo s'occupe plus globalement de l'assistance technique et la formation pour l'Europe. Donc, vous avez quelqu'un qui est francophone et quelqu'un qui est technicien qui va m'aider au long de cette présentation à répondre aux questions. En sachant que je vais quand même vous demander, en fait, que pour la fluidité de la présentation, sachez qu'à la fin, on aura quand même une séance de réponses-questions. Donc, c'est bien si vous les posez peut-être à la fin, parce que de cette manière, je peux répondre à voix vive à tout le monde. Et puis, voilà, comme ça, pour ceux qui auront la même question que vous, ça sera répondu pour tout le monde. Et puis, évidemment, si vous avez des problèmes de connexion ou si c'est moi, ma voix ou voilà l'écran qui est parti en cacahuète, bah, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait une petite liste des schématiques pour présenter ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, sachez que pour cette présentation, c'est pas vraiment une initiation en fait pour Rhino. Il faut avoir des connaissances de base de Rhino parce que je vais pas passer beaucoup de temps à vous montrer l'essentiel. Je me concentrerai vraiment sur la géométrie et la modélisation, l'aspect plutôt de dynamique de travail. Alors, on va commencer par insérer des images de référence. Donc, ça, c'est assez courant dans le travail avec Rhino. À la mettre à l'échelle. À partir de cette image, on va tracer des courbes. On va les éditer pour obtenir vraiment le résultat qu'on souhaite avoir. À partir de ces courbes, on va générer des surfaces. Donc déjà des volumes principaux qui, eux, on va par la suite détailler, c'est-à-dire ajouter des congés, arrondir, hein, faire de booléennes pour rendre l'objet de plus en plus réaliste. Et puis, si on a le temps, et j'espère bien, on va voir les essentiels du rendu. Donc, ça va être vraiment un revue du rendu très rapidement, puisque c'est quand même une présentation un peu gourmande. Donc, on aura besoin du temps, en fait, pour pouvoir faire tout ceci. Alors, on va essayer d'avancer pour pouvoir arriver jusqu'à la fin, en sachant qu'on a une petite heure. Voilà, donc voilà la petite ampoule. Donc on va sortir la présentation et on va déjà commencer. Alors ici, je vais avoir donc mon Rhino qui est ouvert.
Donc, vous allez avoir à peu près la même présentation. La différence, j'aurai peut-être quelques modules à d'installer de manière supplémentaire. Bon, j'en ai enlevé des autres parce qu'en général, on a beaucoup plus que ça. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà partir sur mes calques. Alors, quand on fait de la conception rapide, c'est vrai que simplement une esquisse d'un objet pour avoir les volumes en 3D, on peut aller rapidement. Mais dès qu'on rentre dans la création d'un projet, on va peut-être dès le départ essayer de bien organiser en fait ces calques. Donc, à cet effet, je vais déjà double-cliquer dedans pour renommer, d'accord? Donc, celui-là, je le renomme référence. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est insérer une ligne, un axe, voilà, qui va me donner le volume global en fait. C'est une ligne qui va me permettre de mettre l'objet à l'échelle. Alors, donc, selon l'ampoule, on a des différentes dimensions évidemment, mais voilà, on va dire qu'une taille standard va être à peu près de 100 mm. Alors, sachez que ici, quand on clique dans un nouveau fichier, voilà, et qu'on ouvre les fichiers modèles, appelés en français, on va avoir une liste de ces objets. Moi, personnellement, je choisis petits objets millimètres qui est donc parfaitement adapté à l'échelle de cette ampoule. Donc voilà, donc là j'ai ma ligne, super. Alors je vais passer donc au prochain calque qui lui va me permettre de insérer, ou c'est sur lui que je vais insérer aussi l'image de référence, d'accord? Alors, je les mets dans des calques séparés parce que comme ça, peut-être je veux juste garder l'axe, peut-être je veux juste garder l'image. Donc, je peux rapidement basculer la visibilité de l'un et de l'autre. Super. Alors, cette image de référence, donc je vais déjà verrouiller le premier calque. Comme ça, ma courbe elle reste non sélectionnable, juste une référence visuelle. Donc, pour revenir référence d'image, on va aller dans Outils pour les surfaces pour retrouver cette icône qui est cadre d'image. Et cadre d'image va nous permettre de placer une surface sur laquelle il y a une image déjà plaquée dessus en quelque sorte. Voilà, donc ici, on va voir quelques images, notamment celui qui va me donner les dimensions globales de l'ampoule, d'accord? Et ici, je vais avoir mon objet de référence, mon image de référence, sur lequel je vais tracer les formes. Donc ici, je vais simplement ouvrir. D'ailleurs, c'est plutôt celui-là, je préfère. Et pour l'instant, j'ai fait 0 comme point d'insertion et puis je donne une échelle quelconque à l'image. C'est juste histoire de la placer à l'intérieur. Alors, deuxièmement, ce que je vais faire, c'est prendre l'image car elle est complètement opaque. Donc, quand je tracerai les courbes par-dessus, j'aurai peut-être un petit peu plus du mal à voir mon axe de référence, peut-être aussi les courbes que je trace. Alors, pour corriger cela, je vais aller dans le panneau des propriétés, dans le panneau de matériaux et ici, contrôler la transparence de l'image qui est plaquée dessus. D'accord? Donc, on va simplement augmenter un petit peu là. Voilà. Super. Donc maintenant, je vais simplement déplacer à l'œil pour placer cette image dans le point 0 de mon plan de construction et aussi dans un point qui va être défini peut-être comme le point de symétrie de mon objet. Donc là, je pense que je suis assez satisfaite de la position. Mais évidemment que mon ampoule, il est beaucoup plus trop grand par rapport à mon axe de référence. Donc, on va venir dans l'onglet Transformer. Ici, dans l'icône d'échelle, pour mettre cette image à l'échelle par rapport à ma ligne, à mon axe de référence. Je prends l'image, Entrée, point d'origine, 0, donc parce que l'image, le bout de l'ampoule est déjà centré par rapport au plan de construction. Je viens ici placer le point, on va dire, supérieur, l'extrémité supérieure de l'ampoule. Et puis là, avec l'accrochage fin, je vais venir m'accrocher à, alors centre, il est un peu, il magnétise un petit peu trop. Ici, donc, je place le bout de l'ampoule au bout de mon axe de référence. Voilà, donc là, c'est parti, on a vraiment l'ampoule à la bonne échelle. Je vais revenir dans mon calque et ici, je vais commencer aussi à
à continuer à créer mes calques dans l'ordre. Alors, on va se concentrer sur le volume principal, ce qui est celui du vert, d'accord? Donc, moi, je vais créer des sous-calques pour mieux organiser. Bon, personnellement, je travaille comme ça. Après, pour un projet qui n'est pas aussi compliqué, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais moi, j'aime bien classifier dans l'ordre. Très bien. Donc, on va aussi changer peut-être un petit peu la couleur. Comme celui-là, d'ailleurs, on va peut-être le laisser en noir. Et le vert, on va lui donner peut-être un cyan. Voilà. Très bien. Donc, première chose, définir le profil. On va travailler en symétrie. De toute façon, ça va être un profil qu'on va utiliser pour faire une révolution. Donc, on fait simplement la moitié de l'objet. Et on va s'accrocher donc à la fin de l'axe qui est l'axe de symétrie. Et là, très important, on place les deux points. Donc, avec majuscule appuyé, je vais activer temporairement ortho, ce qui va me permettre de placer, d'aligner ces deux points-là. Et ça, c'est important parce que comme ça, on va garder la continuité en tangence de cet aspect de la surface. D'accord? Il faut que les deux derniers points de ma courbe soient alignés par rapport à l'axe de révolution. Très bien, donc ça c'est placé. Et franchement, là, vous tracez simplement de points. C'est pas très important à ce stade-là. On ne va pas passer des heures à bien définir. Il vaut mieux le faire après. Voilà, ça va plus vite de simplement connaître à peu près la quantité de points que j'aurai besoin pour cette forme-là. D'accord? Alors, autre chose que je vais faire, c'est quand même verrouiller aussi le calque où j'insérerai l'image de référence. Voilà. Comme ça, je ne la sélectionne pas et reste bloquée sur place. Donc maintenant, je prends ma courbe et je vais activer les points de contrôle, soit F10. Et c'est maintenant qu'on va vraiment faire le travail de retrouver la forme souhaitée. Alors là, ça, soit avec le manipulateur, soit de manière manuelle, on va commencer donc en sachant que notre seule contrainte, c'est de maintenir, de déplacer ce point uniquement en X avec l'axe rouge. D'accord? Les autres, on peut les bouger librement, mais ici, pour garder la tangence, comme elle avait dit, on va préférer de laisser ça en place. Voilà. Et ici, ça va être un travail un peu manuel, mais qui devient très intuitif au bout d'un moment, de comment déplacer ces points de contrôle pour vraiment obtenir la forme qu'on souhaite. D'accord? On va peut-être ici. Allez. Ok, là, ça a l'air de bien se positionner. Voilà. Alors, voilà, donc le manipulateur, c'est donc cette icône qui va s'afficher s'il est activé ici et qui s'affiche dès qu'on a une sélection et qui va nous permettre de faire des manipulations comme des rotations, des déplacements, etc. Donc ici, si je place mon point en hauteur et que je veux plutôt l'aligner avec ce point, bah, on peut glisser avec l'accrochage point et simplement en le glissant, je peux référencer ce point ici pour le mettre au même niveau. D'accord? Pour cela, il faudra simplement cliquer gauche et vous assurer une seule fois que le manipulateur est configuré avec déplacement avec accrochage. D'accord? Donc, clic gauche sur le menu de manipulateur, déplacement avec accrochage, et ça va faire que le manipulateur va prêter attention aux accrochages donc, qui sont ici cochés. Bon, très bien. Alors, franchement, par rapport à mon profil, je suis assez satisfaite. Et donc, ce qui va me permettre maintenant de passer à l'action. Alors, petite astuce, j'ai personnellement l'historique enregistré en permanence. Donc, pour cela, je clique droit et je fais toujours enregistrer l'historique. C'est vrai que ça consomme un peu plus de mémoire. Donc, vous pouvez, si il n'est pas activé en permanence, vous pouvez simplement le cliquer avant la création surfacique. D'accord? Avant l'exécution d'une commande de création surfacique. Comme ça, vous gardez une relation entre votre courbe et la surface. Donc, on verra ça dans la pratique de suite. D'accord? Donc, j'ai mon profil. Je vais aller dans Outils pour les surfaces. Je vais choper cette commande, Révolution. Il me demande un profil. C'est celui-ci. Mon point de départ, c'est l'origine, donc d'accord. Donc soit je coche un deuxième point, donc je vais arriver projeter, pour définir cet axe, soit simplement je fais Entrée pour utiliser la direction Z de mon plan de construction. Donc c'est vrai que c'est la direction Z de ce plan qui devient, qui est pas exactement pareil que mon axe de révolution. Donc je vais simplement faire Entrée
pour utiliser ce axe Z. Et puis à ce stade-là, je vais cliquer sur l'option cercle entier. Voilà. Donc on va se mettre en mode ombre. Déjà voir mon volume principal. Super. Alors, bon, on avait déjà à la base travaillé bien la courbe. Donc, en fait, le volume, ça donne ce que c'est, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est là où l'historique va être utile s'il était coché avant la création de la révolution, puisque maintenant, dès que je déplace mes points de contrôle, j'aurai la forme de l'ampoule qui va suivre simplement en éditant les points de contrôle de la courbe. D'accord? Donc, j'ai toute la surface autour qui va suivre ces modifications. Donc, en fait, c'est assez pratique. On peut d'ailleurs, d'une même courbe, dériver plusieurs solutions et puis choisir celle qui nous convient le mieux. D'accord? Bon, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière car, en fait, j'ai pas besoin de faire ça dans ce cas-là. Super. Donc, mon volume principal y est. L'ampoule, elle n'est pas dans le bon calque. Donc, je vais cliquer ici dans l'accès rapide des calques et je le disposer, en fait, le poser sur le bon calque. Voilà, super. Alors maintenant, clique dedans et là, on va faire le culot. On va se concentrer sur la partie du culot. Donc, pareil, on va faire des courbes. Voilà. On va aussi faire la partie métallique ou en fait, simplement objet, je vais l'appeler, puisque lui, on va le diviser dans plusieurs morceaux différents. Ok, alors, allez, on va se faire en rouge. On va laisser la courbe en noir. Très bien. Donc ici, on va désactiver, on va laisser l'ampoule pour l'instant. Voilà. Donc, mode filaire. Super. Et puis, on part à nouveau avec notre outil de courbe. Donc, cet objet, il est assez rond de partout. Donc, c'est vrai que révolution va être la commande du jour, en fait, à l'ordre du jour, parce qu'elle va vraiment nous permettre, à partir d'un profil, de rapidement faire l'esquisse de l'objet. Donc, ici, je commence à placer la forme globale de ce pied d'ampoule, pour ainsi dire. On va voilà, ici avec Ortho, si j'appuie sur Shift, je vais temporairement activer Ortho, ce qui va me permettre de facilement aligner ces deux points, d'accord, et garder une cohérence dans la forme. D'accord. Voilà. Donc, jusqu'à là, j'aurai plusieurs options. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Peut-être que vous le savez déjà dans Rhino, c'est qu'il y a toujours plein de méthodes pour arriver à la même solution. On a des méthodes de plus en plus automatisées, on va dire, et des méthodes de plus en plus manuelles. Donc, et puis simplement des méthodes différentes de faire. Donc, dans ce cas-là, je pourrais faire ces deux parties, donc c'est-à-dire la partie céramique et la partie de contact électrique comme des objets séparés. Mais je crois que personnellement, je vais faire le choix de faire le tout dans dans une même courbe et puis ensuite diviser cet objet en plusieurs morceaux. D'accord? Donc, il n'y a pas de bonne méthode de faire. C'est vraiment à vous de voir. OK? Voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je vais faire la révolution de suite. Donc, si je clique droit dans la ligne de commande, j'accède aux dernières commandes exécutées. Donc, je reprends la révolution. Pareil, point de départ de mon axe, c'est 0. Et puis, entrée pour utiliser le Z de mon plan de construction. Et à ce stade-là, simplement, je vais faire cercle entier. Super. Et donc, je reviens à la vue de face pour, de manière un peu plus manuelle, toujours avec l'historique, pouvoir modifier cette courbe et voir la surface, ce que ça va donner. Mais je pense que je suis contente avec le résultat, en sachant qu'ici, pareil comme dans la partie nord, on va dire, de l'ampoule, il faut que ces deux derniers points de profil de révolution soient alignés l'un avec l'autre. D'accord? Et d'ailleurs, pour juste être complètement sûr, je vais maintenant que je les aligne, être sûr qu'ils sont. Donc, je déplace avec la flèche verte et je rentre la commande simplement en 0. Donc là, il m'a dupliqué la courbe. Donc, voilà. Pour être sûr qu'ils sont alignés en 0. D'accord? Bon. Alors là, il y a un petit truc qui m'embête. J'ai dû revenir en arrière.
Voilà. Bon, allez, donc ici en 0. Est-ce que j'ai... Ouais. Bon, je ne sais pas ce qui lui arrive trop, mais on va juste un petit instant. Voilà, donc lui, il est parti au 0. Et lui, il est parti au 0. Super. Donc là, ils sont bien alignés par rapport à l'axe X de mon modèle. Bon, alors on va se mettre en perspective pour bien visualiser les volumes. On va peut-être se mettre un instant en mode rendu. Donc c'est bien, on voit déjà les petites transitions qui sont faites. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est étendre l'image de référence. Quoique, non, pas tout de suite. On va d'abord sûrement diviser, en fait. Donc, je pourrais créer des lignes qui vont me permettre de diviser les objets là où il faut que j'applique des matières différentes. Mais je vais passer par une autre technique, c'est la commande diviser. Alors, un clic droit sur la commande diviser va m'activer une option. Donc, regardez là, on a une option avec le clic gauche et une avec le clic droit. Donc, moi, j'ai utilisé celui avec le clic droit parce que ça me évite de devoir construire cette ligne pour découper. Je vais simplement pouvoir utiliser une isoparamétrique. Donc, ce sont les lignes qui définissent le modèle qu'on voit ici dessiné pour me donner cette idée de 3D de ma surface. Et donc là, avec ces lignes, je peux découper à n'importe quelle hauteur de mon objet. Si par exemple, vos lignes sont dans ce sens-là, il suffit de cliquer dans la ligne de commande pour inverser, choisir l'autre direction isoparamétrique. Alors, ici, je vais peut-être diviser, on va dire, à ce niveau-là. Et puis là, je vais diviser aussi peut-être à ce niveau-là. Super. Donc maintenant, ce qu'on a fait, si on désactive donc l'image de référence, c'est qu'on va se retrouver avec une surface, deux surfaces et trois surfaces séparées. Bon, alors ces trois objets d'ailleurs, pour l'instant, on va les déposer. Donc clic droit, changer le calque d'un objet. Voilà. Donc comme ça, on a un meilleur contrôle sur la forme. Alors, je vais revenir un petit instant sur l'ampoule. Donc, on va venir se positionner ici dans le vert. Voilà, parce qu'il y a une chose, c'est que cette ampoule, cette toute surface, en fait, toute surface NURBS, n'est que comme une feuille de papier. Il n'y a pas d'épaisseur, d'accord? Elle définit une forme en 3D, mais il n'y a pas d'épaisseur. Mais comme on va calculer ceci, enfin, cet objet-là va être fait en vert, il va nous falloir calculer la lumière qui traverse l'objet. Donc, pour pouvoir donner un effet plus réaliste, il va falloir qu'on le transforme en solide. Alors, on va prendre cette feuille de surface et dans Outils pour les surfaces, on va pouvoir lui donner une épaisseur avec la commande Décaler surface. Alors, pareil, vérifier que le flèche pointe vers la bonne direction. C'est vers l'intérieur. On pourrait inverser tous, mais on ne veut pas parce que c'est l'extérieur qui définit bien l'ampoule. Donc, on va faire cette épaisseur vers l'intérieur. Et puis, il faut que l'option solide soit oui, comme ça, il va joindre cette surface d'intérieur avec la surface d'extérieur dans un solide, dans une coque. Alors, distance, quelque chose de très fin, c'est du vert, donc c'est pas très épais, c'est juste histoire de lui donner ce petit volume. Donc là, je dis oui, et si je reviens ici, je vais pouvoir voir que là, j'ai voilà, donné ce petit épaisseur qui va me permettre de mieux calculer la lumière traversant. Voilà, super. OK. Alors là, c'est bon pour ce qui est de l'ampoule. On va revenir un instant sur mon objet principal. Enfin, excusez-moi, sur le culot. Et donc là, on va faire la partie en fait de l'ampoule qui va être le plus, comment dire, gourmand en temps peut-être, mais aussi le plus technique en fait au niveau de la construction. D'accord? Et sûrement le plus intéressant aussi. Alors, si on a vu bien l'image, donc on va peut-être se positionner juste pour réétudier justement cette image. Alors, je reviens. Bon, on a plusieurs solutions ici qui sont faites. Donc, on va voir, voilà, qui on a. Donc, ce filetage qui est fait. D'accord? Alors, ce filetage, on a plusieurs méthodes pareilles pour le faire. On va pouvoir le dimensionner. On va pouvoir
compter ou décrire combien de pas on va créer pour ce filetage. Donc, tout ça est possible. On va faire un petit peu en utilisant notre image de référence qui va être là. D'accord? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on va définir un axe. Donc, allez, on va ici. Voilà, c'est tout bon. Donc, je vais définir un axe. Vous savez quoi? Je vais faire un nouveau sous-calque juste pour placer mes courbes là-dedans. Ici d'ailleurs, je vais désactiver ça. OK. Donc, on voit que le filetage, il sort un petit peu. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à peu près. Bon, on peut suivre cet exemple-là. On peut le faire de manière un petit peu différente. En tout cas, ce qui compte, c'est, on va mettre proche pour bien m'accrocher sur mon axe central et puis bien positionner. Voilà. Alors, je reprends pour faire projeter. Comme ça, je suis sûre que cet axe va être bien droit sur mon plan de construction. Voilà, donc là, on va dire que par là, cet axe va finir. Voilà. Alors là, j'ai l'axe autour duquel je vais construire une courbe en hélice. D'accord? Allez, on va changer la couleur. Ici, on va le mettre en bleu. Très bien. Alors, on va aussi se mettre en perspective. Et on va désactiver certains de mes calques pour mieux voir ce que je fais. Très bien. Alors, ici, on va aller donc dans Outils pour les courbes et on a l'option de créer cette hélice. D'accord? Alors, une hélice va me demander aussi un axe autour duquel il va pouvoir se construire en fait. D'accord? Donc ici, je vais enlever l'option projeter. Comme ça, je peux bien m'accrocher à mon axe qui va définir la taille globale de cette hélice. D'accord? Et donc ici, dans la vue de face, je vais pouvoir m'accrocher aussi au bord de ma surface parce que je veux que ce filetage arrive jusqu'au bord. Alors ici, on va pouvoir aussi décider si on peut-être déplace ceci un petit peu vers le bas. Donc ça, c'est pas la bonne courbe, c'est celle-ci. On va pouvoir peut-être déplacer un petit peu. Voilà. Est-ce que, alors, 1, 2, 3, 4. Oui, une chose peut-être que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que, voilà, donc on va s'accrocher. On a ici le nom de tour qui va définir combien de fois cette hélice, voilà, combien de pas il y aura en fait. Donc on va, voilà, on va peut-être essayer avec 3. Voilà, soit faire éventuellement, je pense que ça va être ma préférence. Je vais descendre ici, puisque je vais quand même laisser, il me faut un peu d'espace libre ici pour pouvoir bien placer toute la rondeur en fait de ce filetage. Et on va réduire un tout petit peu l'axe. Très bien, on reprend l'hélice. Donc ici à ici avec, allez, 4 tours. Et on va se positionner là. Ok, super. Donc, je vais juste faire une petite pause pour voir si tout va bien. S'il n'y a pas de gros problèmes, je pense que tout va bien, mais j'ai la fenêtre qui est un tout petit peu écrasée. Bon, je vais juste voir. Voilà, d'accord. Super. Ok, d'accord. Je vois, il y a eu quelques questions, donc effectivement, qui ont été, je pense, tous répondues. Oui, si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Elle sera effectivement disponible par la suite pour que vous la regardez à votre rythme et nous, on la laissera en ligne en permanence. Donc, à la fin de la présentation, je vous donnerai le lien où d'ici la semaine prochaine, on va télécharger la formation. D'accord? Par rapport à l'image, vous pouvez simplement m'écrire pour nous écrire pour qu'on vous envoie l'image. Alors, pourquoi l'hélice à 4 tours? Alors, en fait, là, j'ai décidé de le faire à 4 tours, mais effectivement, on peut le faire à 6. C'est pas vraiment une question En fait, la plupart des ampoules que j'ai vues avaient 4 tours, en fait. Donc, sur cette image, il y en a 6. On peut la faire à 6. Ça ne change rien. Voilà. J'ai choisi le 4, mais pour faire un filetage qui va être plus épais et qui rend mieux, en fait, au niveau de l'image. Mais au niveau de Rhino, ça change absolument rien. D'accord?
Ok, très bien. Donc ici, on va commencer avec nos petites astuces. Donc la première va être, si j'active les points de contrôle pour cette courbe, je vois qu'il y a quand même pas mal de points de contrôle qui sont affichés. Alors, je vais reconstruire, donc outil pour les courbes, le premier bonhomme, reconstruire, qui va me permettre de passer de 147 points, qui est pas mal. On va essayer de le réduire à 50, d'accord? 50, c'est déjà pas mal. On va essayer 30 pour réduire, parce qu'en fait, dans Rhino, vraiment, moins c'est mieux. Et ça, c'est vraiment aussi une règle d'or. Donc, on va essayer. Voilà. Ça va me permettre par la suite, je pense que 35, c'est un bon compromis, d'accord? Ça réduit le nombre de points de contrôle sans trop déformer la courbe, ce qui va me permettre par la suite de éditer cette hélice par point de contrôle d'une manière plus facile. Voilà. Donc maintenant, si j'active les points de contrôle, je peux voir que cette réduction a été faite. Voilà, on va se mettre en mode ombre à l'instant. Bon, l'hélice reste quand même assez fidèle à mon tour, d'accord? On pourrait toujours projeter à nouveau l'hélice ou l'étirer sur la surface si elle s'est déviée trop de la surface. Donc ça, c'est tous des possibilités. Mais on va se concentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur le fait de faire les sections qui vont définir ce filetage. Alors, moi, je choisis de partir avec l'option cercle, avec l'option déformable, parce que l'option déformable va me donner accès au degré de la courbe et donc va me faire une courbe qui va être plus lisse au niveau de l'édition au lieu d'un cercle normal qui est composé de plusieurs arcs. D'accord? Et puis, je vais aussi choisir l'option autour d'une courbe pour positionner ce profil au bout ici. Alors, on va revenir. Voilà, donc là, cette option autour d'une courbe va me permettre de construire en fait ce cercle perpendiculaire à la courbe au lieu de plat sur mon plan de construction. Alors ici, on va donner un rayon. Donc, on va commencer par 0.8 en sachant qu'on peut toujours éditer, faire une échelle avec le manipulateur, avec la commande. Et puis ici, on va activer les points de contrôle et on va aussi modifier cette courbe pour lui donner une forme un peu plus triangulaire. Donc, on va cliquer sur la manette de l'échelle, on met 0 sur ces points sélectionnés pour qu'ils reviennent tous sur une même ligne et donc aplatir le cercle de ce côté. Donc ensuite, on va pouvoir réduire ici un peu. Alors regardez là, si j'appuie, j'ai tous les accrochages qui me positionnent les points de contrôle. Là. Donc avec Alt, je vais pouvoir désactiver momentanément les points de contrôle. D'accord? Voilà. Ici, on va peut-être rendre ceci un petit peu plus pointu. Très bien. Donc maintenant, on va copier ce profil-là de la fin jusqu'à ici aussi en perspective la fin. Voilà. Alors, je vais juste refaire parce que je ne suis pas sûre d'avoir choisi le bon point. Donc, ça, c'est mon objet à copier de la fin. Voilà. Jusqu'à la fin. Voilà. Super. Donc, maintenant, j'ai mes deux sections. D'accord? Qui, je vais pouvoir balayer autour de mon rail qui est donc cette hélice-là. OK? Alors, je reviens sur Outils pour les surfaces. Et je vais aller dans Balayer sur un rail. Alors, je vais sélectionner le rail. Ensuite, quelles sont les sections? Ces deux-ci sont les sections. Et puis, je fais Entrer. Et là, quelque chose, ces flèches apparaissent souvent dans Rhino, souvent dans les commandes de création surfacique. Toujours prêter attention qu'il y ait une cohérence dans les flèches parce que sinon, les surfaces vont résulter tordues. Ces flèches indiquent le point de départ de la surface. Donc, il faut que, notamment dans ce cas-là où mes sections sont exactement pareilles, qu'ils puissent partir d'un point commun. Donc, je vais déplacer mes flèches justement pour pouvoir les placer dans le même emplacement par rapport à la section. Et là, super, je vais valider. Alors ici, je voudrais vous montrer ce petit aspect. Donc ici, on est dans forme libre. Donc si je vais dans la vue de face, on va se mettre en mode ombre aussi. Voilà, je vais voir en fait que là, on a des transitions. Bon, ça garde quand même
pas mal, mais dans certains cas, on va voir des déviations, des rotations de la section autour du rail. En fait, forme libre veut dire que la section, elle aussi, elle va tourner au fur et à mesure que la section change de forme et tourne elle-même ou change de courbure. D'accord? Donc, ça, c'est bien, mais dans ce cas-là, on veut que le filetage, chaque pas, soit vraiment égal. Alors, pour cela, on va choisir plutôt l'option parallèle au plan C. De cette façon, vous avez vu comme les filetages intermédiaires se sont tout de suite remis, reconstruits pour garder le positionnement de la section au fur et à mesure qu'elle voyage autour du rail. D'accord? Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus cohérent. Donc ici, je vais accepter. Alors, autre chose que je vais faire, je vais sûrement faire une échelle parce que le filetage là, il est peut-être un peu gros. Donc, je vais prendre ma courbe initiale. Puisque la deuxième section, c'est une copie de la première et que j'avais l'historique, en modifiant la courbe originale, la section copiée, elle aussi, va suivre les mêmes modifications. Alors ici, je vais faire une petite échelle pour réduire la taille de ce filetage. Peut-être un peu trop, donc on va... et là aussi, on peut passer du temps si on veut, en trouvant la bonne dimension, en sachant qu'avec l'image, vous pouvez bien vous positionner, soit s'il faut garder la bonne dimension, être sûr que cette section-là, elle reste inscrite en fait dans la taille de départ. Bon, pour l'instant, c'est un exercice visuel plus que technique, mais ça n'empêche rien qu'on peut, avec plus de rigueur et du temps, garder les sections et tout à la bonne dimension. Bon, super. Donc, on a le filetage, il est fait. Il manque un petit aspect, c'est le fait que ici, ça ne finit pas extrudé de cette manière. Il va de manière d'un angle de dépouille rentrer de manière progressive à l'intérieur et disparaître en pointe. Donc pour ceci, personnellement, je vais aussi me servir de l'historique. Donc c'est-à-dire en faisant ce balayage à la surface du balayage a gardé en fait une liaison entre les courbes et la surface que la commande a générée. Alors, on va déjà essayer de choper le rail. Voilà, il est là. Et puis, la section d'en haut. Très bien. Alors, et ici, pareil. En fait, non. Je vais déjà simplement rester notamment avec le rail pour activer ces points de contrôle. Au niveau du rail, ce que je veux, c'est vraiment activer les points de contrôle simplement. Par contre, on va se mettre en mode filaire. Au niveau de la section, je la prends en fait en entier. Donc là, il y a une section. Et on va commencer aussi avec celle-ci. Voilà, voilà. D'ailleurs, on va commencer avec celle d'en bas. Donc, on prend la section et on va prendre un, deux points de contrôle. Voilà. Et ces points de contrôle, on va commencer à les déplacer vers l'intérieur. Peut-être ici, un premier bout. Fait un premier voyage avec. Et donc ensuite, contrôle, clic pour enlever la section de ce point. Et on va finir par faire entrer la section complètement à l'intérieur. Alors, on va regarder un petit peu ici, en mode ombre. S'il est complètement rentré, oh, il y a un petit bout, donc on va quand même pousser la chose un petit peu plus en l'intérieur. Voilà, pour être sûr que ça traverse complètement à l'intérieur, qu'il n'y a pas un petit bout qui reste dehors. Donc ici, on commence à voir la forme qui se dessine comme il faut. Donc on va faire la même chose dans la partie supérieure, filaire. Voilà, on prend les deux dernières points de contrôle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reconstruit les listes. C'est parce que sinon, il aurait fallu prendre beaucoup de points de contrôle et donc la progression ne serait pas aussi fine parce que c'est beaucoup plus difficile de contrôler l'édition de beaucoup de points de contrôle pour avoir une surface lisse que de simplement quelques-uns. Donc je reviens, je choisis les deux derniers points de contrôle plus la section avec Alt pour momentanément désactiver les points de contrôle. On vient et puis on va désactiver ou désélectionner ce dernier point. Et toujours dans la vue de face, on insère encore un
petit peu pour que la section reste complètement à l'intérieur de la surface rouge. Alors, on se met en mode ombre. Voilà. Donc ici, ben, on a vraiment le plus gros en fait du filetage. Super. Alors moi, je suis assez satisfaite du résultat. On va passer à joindre tout ceci dans un seul objet. Donc je passe dans Outils pour les solides et on va faire une booléenne. Donc, comme je vous disais avant, il y a des manières automatiques, il y a des manières de plus en plus simples. Moi, je commence toujours par la manière automatique et si cela a une faille pour une raison ou une autre, on passe à des manières de plus en plus de manuels de faire les choses. Donc ici, je vais faire un clic droit sur cette icône-là qui va exécuter la commande opération booléenne pour deux objets. Et ce qui est intéressant de cette commande, c'est que quand on a des surfaces ouvertes, elle va, on va dire, itérer plusieurs solutions entre les deux objets. Alors là, il me demande, est-ce que c'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça. Alors je fais un clic gauche. Et donc, en faisant un clic gauche, il va prendre son petit peu de temps pour pouvoir calculer le résultat. Alors, on a un petit peu de patience. Là, en fait, en plus, les deux surfaces sont ouvertes, donc il y a plusieurs possibilités. Alors, ça va venir. Voilà, il voulait un coup un peu plus dur que ce que je donnais. Voilà, donc c'est pas ça que je veux. Est-ce que c'est ça que je veux? Et oui, c'est ça. Donc, après que je fasse mes clics gauche, une fois que je retrouve la bonne solution, je fais clic droit pour finir la commande et obtenir la bonne solution. Et là, bon, super, on a déjà un objet qui commence à ressembler à la vraie chose. Donc, on continue dans Outils pour les solides pour adoucir les transitions entre le filetage et la surface principale avec la commande congé sur bord. Donc là, on va enchaîner les bords, car sinon il faudra choisir chaque bord de ce filetage. Donc enchaîner bord en tangence, direction les deux, non, parce que ça va être une folie de sélection. On va dire en avant. Et donc on clique sur un et puis il va faire le tour de la sélection de tous les bords. Et là, on fait entrer. Dans la vue de face, moi je pense que par rapport à la distance que je vais laisser ici, je pense que 1 sera un peu trop fort. Donc on va définir tous les poignets, tous les rayons. Peut-être on va commencer par 0,5 et on va faire un aperçu. Donc ça prend un petit temps de calcul puisque pour pouvoir nous afficher l'aperçu, en fait, il doit calculer déjà les surfaces. Et donc il faut surtout vérifier que les surfaces ne vont pas se chevaucher à aucun moment. Ça a l'air d'aller, mais c'est un peu trop proche. Donc je vais quand même réduire peut-être cette distance à 0,35 pour éviter justement qu'il puisse y avoir des chevauchements de la surface. Donc, il continue à calculer. Je pense que ça doit aller. Donc, on va valider cette option-là. Voilà. On va se mettre aussi par la suite en mode rendu pour voir ce que cela donne. Voilà, voilà. Super. Alors, mode ombre, mode rendu. Voilà. Donc, ici, nous arrivons à ce résultat-là. Effectivement, là, on aurait pu agrandir éventuellement le filetage. Donc, on peut revenir en arrière, refaire. Donc, c'est à vous de voir, à vous de choisir. D'accord? Très bien. Alors, on va passer par la suite parce que le temps court et on va dessiner tous les éléments de l'intérieur. Donc, c'est aussi un petit peu, on va pas dire la complexité, mais pour cette présentation, oui, dans le sens où il y a quand même beaucoup de petites parties qui composent cette ampoule. Donc, on va faire l'intérieur. On va se mettre ici et on va commencer. Donc, on va faire les filaments de contact. Alors, les filaments de contact sont ceux qui sont là, d'accord, qui vont ensuite transmettre l'électricité sur le filament ici de tungstène, d'accord? Très bien. Alors, pour cela, on va simplement faire une courbe très rapide.
Et vous savez quoi? Je crois que je vais passer plutôt au support central pour ensuite vérifier que cet objet-là rentre bien à l'intérieur. Donc, on va déjà placer, changer le calque. Et puis ici, on va support vert, qui est donc le support central qui tient toutes les parties techniques de l'ampoule. Donc pour ce support vert, pareil, on va simplement désactiver ici peut-être les surfaces du filetage et on va commencer à tracer. Alors pareil, on va partir sur une surface de révolution un peu plus en bas, voilà, donc très simplement. Ici, on va activer les points de contrôle et j'ai pas assez de contrôle. Alors, je vais venir dans la barre d'outils des points de contrôle et insérer un nœud. Donc, en insérant un nœud, on va pas parler de nœud maintenant, mais ça va me permettre quand même d'ajouter par la suite, en conséquence, des points de contrôle qui vont me donner un peu plus, vont me permettre de mieux modéliser cet objet-là. Donc, on va rentrer ceci dedans. On va pousser ça aussi un petit peu à l'intérieur, même si j'aimerais quand même qu'il soit à la même hauteur, de même que cet objet-là. Voilà. Celui-là, on va peut-être le descendre. Celui-là, on va le monter. Voilà, très bien. Et donc, de la même manière qu'on a construit les autres surfaces principales, on va faire une surface par révolution. Donc, je reviens, outils pour les surfaces, révolution, courbe à tourner, c'est celle-ci, entrée, l'axe 0. Donc, comme on a fait jusqu'à maintenant, avec l'option cercle entier. Super. En sachant qu'en fait, ce support en vert, lui, cette partie-là, elle est un peu ovale, en fait. Donc, ce qu'on va faire, et puis la surface de révolution, elle est ronde. Donc, en fait, on va simplement réduire ici, en faisant une échelle dans une direction, pour obtenir cet aspect un peu ovoïde de la surface. D'accord? Super. Donc ça, c'est première partie. On a la partie supérieure. Alors, je vais me positionner ici et simplement avec une polyligne en essayant de m'accrocher à mon axe central. D'accord? Donc, je viens d'activer le calque. Je fais une polyligne qui définisse cet objet-là. Et lui, on va l'éditer un petit peu. Donc, image de référence, on désactive. Voilà. Donc, lui, pareil, on va juste lui faire une petite modification pour arrondir toutes ces angles saillantes qu'on a. Donc, on va trouver congé sur sommet qui va m'arrondir le tout. On va donner un rayon de 1 qui est trop épais. Donc, dès qu'il trouve, cette commande, dès qu'il trouve un angle dur, il va l'arrondir. Donc, on va réduire à 0,5. Ça a l'air de me convenir, de représenter mieux l'objet. Donc, outil pour les surfaces, révolution, point de départ de l'axe, toujours le 0 de mon plan de C, toujours en trait et toujours cercle entier. Super. Donc là, on commence déjà à définir cette partie centrale. Et là, donc, ce qu'on va faire pour un peu lier les deux, c'est utiliser la commande qui est une commande des plus importantes dans Rhino, c'est la surface de raccordement. Donc, on va prendre un bord, en trait, un deuxième bord, toujours mes flèches de départ, être sûr qu'il y a une cohérence entre les deux. Et puis, on fait en trait pour déjà pouvoir obtenir un aperçu. Alors, à ce stade-là, on va pouvoir contrôler la continuité et puis aussi la courbure de la surface résultante. Avec majuscule appuyée, je vais modifier les deux manettes en même temps pour mieux contrôler des deux côtés la transition. Alors, moi, je vais peut-être augmenter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est toute la recherche de forme. On peut augmenter pour avoir plus de manettes et donc plus de contrôle aussi sur cette transition. Mais pour l'instant, ça me convient. C'est très bien. Alors, je vais prendre les trois objets et je vais les joindre dans un seul. Et de plus, de même, on va dire, cet objet-là, il est vide aussi. C'est une surface infiniment fine. Donc, mais elle est en verre, donc on va vouloir aussi la boucher pour permettre que quand les rayons traversent, le calcul soit plus réaliste. Donc, dans Outils pour les solides, on a l'option boucher
qui va me boucher dès qu'il y a une ouverture plane dans un objet. Voilà, donc ici, super, on a ce qu'il nous faut. Alors, en sachant que ce n'est pas dans l'image de référence, mais dans quelques autres exemples, on va voir donc et on va se, pareil, c'est axé sur l'axe, on va avoir une petite ouverture ici. Alors, voilà, donc moi, pour faire le trou dans cet objet à partir de ce cercle-là, je vais aller dans Outils pour les solides et je vais faire des coupes-fils. Je prends ma courbe coupante, l'objet a coupé, et lui, à partir de cette courbe, il va traverser l'objet. Si je fais un trait, me dire c'est cette partie en jaune que tu veux faire disparaître? Je dis oui. Donc, il fait le trou et en plus, il crée la surface entre les deux. Donc, ceci continue à être un solide. Maintenant, toujours congé pour arrondir mes bords. Donc là, il calcule l'aperçu. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ça me convient. Voilà, très bien. OK, alors on revient au filament de contact. Donc ici, voilà, donc ça c'est bien à l'intérieur. Donc on va venir dans la vue de face. On va peut-être activer le point de contrôle pour déplacer. Donc on va faire en fait une petite rotation de ces points de contrôle sélectionnés. C'est plutôt ça que je vais faire. Point de départ, point d'arrivée. Donc là, je suis dans la vue de face pour en fait, les pousser un peu vers l'arrière. D'accord? Toujours en prenant celui-là, peut-être que je vais quand même alors, le rendre un peu plus grand de ce que c'était. Ok, très bien. Je pense que ça devrait aller. Est-ce que c'est complètement à l'intérieur? Il est complètement à l'intérieur. Et donc, à partir de cet objet, je vais pouvoir, dans Outils pour les solides, construire un tuyau. Le diamètre de départ, on est sur des filaments, donc on est dans des dimensions qui sont très très petites. On va essayer 0,25 pour voir si c'est bon. Ça a l'air d'être correct. On va quand même comparer par rapport à ma surface. D'ailleurs, on peut voir que par rapport à l'image de référence, peut-être qu'il est un peu trop grand. Voilà. Donc, en éditant la courbe qui a généré le tuyau, grâce à l'historique, suivra aussi ces modifications. Bon, on va le laisser comme ça pour pouvoir arriver à l'aspect final d'appliquer les matériaux. Donc, ça, c'est les filaments de support qu'on va créer maintenant. Donc, ici, on va sûrement simplement créer des polylignes, pareil, qui vont voilà, qui vont définir un tuyau. Donc ici, je vais augmenter ou activer les points de contrôle et puis sûrement déplacer cette ligne un petit peu plus vers l'arrière. Voilà. Et puis, peut-être un petit peu plus en avant. Donc là, c'est tout le travail d'ajuster les formes les unes avec les autres. J'active le point de contrôle pour la polyligne et je vais le pousser aussi un petit peu vers l'arrière. OK. Alors, on va voir la vue des faces qui est vraiment la vue qui définit la globalité de l'objet. Donc, ça a l'air de me convenir. Ici, je vais faire clic droit pour retrouver la commande tuyau en donnant un épaisseur encore plus fin. Donc, peut-être 0,15 devrait le faire. Alors, je le laisser comme ça. Oui, c'est très bien. Et donc, celui-là, d'ailleurs, avant le tuyau, on va quand même arrondir ici aussi. Outils pour les courbes. Et puis, on va faire un congé de 0,5. Alors, peut-être un congé plus grand de 2. Voilà. Donc, ça a bien arrondi ici cet angle-là. Donc, maintenant, je refais mon tuyau. Allez, oui, 0,15, c'est très bien. Et donc, je vais aussi, pour ces deux éléments-là, pouvoir donc transformer une symétrie de l'autre côté de l'axe Y de mon plan de construction.
D'accord? Très bien. Donc ici, on va partir sur la construction du filament central. On va, pour varier un petit peu, mettre une couleur un peu plus joyeuse. Et donc, on va partir, pareil, s'accrocher avec une polyligne du point final au point final. Et puis là, on va essayer de prendre le centre du tuyau de la surface plate d'en haut. Et pareil pour ici. Alors, ici, et on va voir si l'historique est allé jusqu'à là. Donc, on va sélectionner la petite courbe initiale qui a permis de construire ce tuyau et ensuite la symétrie avec envers celui-là. Je ne crois pas que j'aurais cassé l'historique, mais comme j'ai désactivé le message, je ne suis pas complètement sûre. Alors, je vais rendre ceci un petit peu plus en avant. Et voilà que tout le reste a suivi, à exception de ça, évidemment, parce que ça n'a pas fait partie de l'arbre de l'historique. OK, donc ça, c'est très bien. On va désactiver l'image de référence pour se donner une meilleure idée de ce qu'on a ici. Bon, ça a l'air d'aller à l'intérieur. Tout a l'air de convenir. Donc, on va peut-être toujours arrondir un petit peu les transitions en angle ici. Et on va partir à nouveau sur une hélice autour de l'une courbe. Donc, on peut construire des cercles autour d'une courbe, mais il y a beaucoup de commandes de création de courbes qui te permettent cette option-là. Donc, ça va me permettre de créer donc, cette hélice comme on avait vu sur l'image de référence. D'accord? C'est un ressort. Donc, ce ressort, on va pouvoir, ici, on va augmenter. Il y a quand même beaucoup de pas. On va se centrer un petit peu. Et on va faire quelque chose de très, très petit. Alors, je vais juste me positionner dans le bon endroit. Voilà. Là, pour construire un petit peu l'hélice. D'accord? Donc, on aurait au moins deux manières de faire cela, deux, trois. Moi, je vais passer simplement à nouveau par l'outil tuyau. D'accord? Allez, avec les bords arrondis. Et lui, il est encore plus fin. Donc, peut-être 0,5 de diamètre. 0,1 de diamètre. Là, j'ai mal mis. Voilà. Et là, il a construit, mais il est quand même un peu trop épais. Donc, je repars, je l'efface et je repars. Donc, 0,06. Donc, bien sûr, on est dans des dimensions qui sont minimes, presque proches de la tolérance, mais bon, quand même, qui arrivent à être visualisées. Donc, voilà que notre modélisation, en tout cas, est faite. Je vais activer mes autres calques et puis commencer à faire tout ce qui est appliquer et mettre cette ampoule de manière qu'elle puisse appliquer les matériaux. Alors, on va déjà voir ce que cela donne. D'accord? Et on va rapidement, même si le temps presse, un peu se poser pour voir tous les éléments qu'on a pu faire. D'accord? Alors l'ampoule, c'était très facile. Simplement un profil en révolution. Ensuite, on a décalé vers l'intérieur cette surface pour transformer l'ampoule dans une solide, lui donner une épaisseur. Ensuite, pour le filetage, on a construit un profil aussi qui a défini toutes ces transitions-là. On a fait une révolution qui nous a permis ensuite de découper l'ampoule dans ces trois parties différentes. D'accord? Par la suite, on a construit une hélice pour faire le filetage. À cette hélice, on a ajouté des sections qu'on a éditées par point de contrôle. On a aussi reconstruit l'hélice pour réduire la quantité de points de contrôle. Et ensuite, entre l'hélice et les cercles transformés en triangles, on a pu faire avec balayage sur un rail le filetage. Ensuite, il suffit de faire une booléenne, soit utiliser la commande limitée pour pouvoir joindre le filetage à la surface principale. Et puis par la suite, on s'est concentré sur les éléments de l'intérieur qui consistaient à faire le support en verre, toujours par surface de révolution. On a quand même joint l'élément supérieur de l'élément inférieur avec une surface par raccordement.
Et puis, on a fait cette entrée-là, ce trou, avec la commande découpe-fil. Bon, les éléments de support autant que le filament consistent simplement à dessiner des profils pour faire des tuyaux aux bonnes dimensions. D'accord? On a aussi utilisé la symétrie pour nous éviter de faire le travail doublement et puis pour nous assurer de vraiment avoir les éléments pareils d'un côté que de l'autre. Donc, voilà, donc c'est très bien. Alors maintenant, je vais passer, et puis après on passe aux questions et réponses. Je vais grouper ces éléments-là. Je vais faire un copier avec l'option sur place. Ça veut dire simplement qu'on a dupliqué. On a maintenant le groupe doublé. Donc on va prendre le numéro 2 et on va le cacher. D'accord? Comme ça, il reste bien emplacé avec les courbes de profil comme il faut si jamais il faut qu'on revienne dessus. Bon, et pour l'instant, on va étendre tous les calques des courbes. Là, d'ailleurs, on n'a pas des calques de courbes, donc on va taper la commande pour sélectionner les courbes. Alors, ah oui, qu'est-ce que je fais? Je fais plutôt en français. Voilà, celle, courbe. Et ça va sélectionner les courbes et puis je vais pouvoir donc les cacher toujours avec donc la petite ampoule d'orignal. Ok, super. Donc maintenant, ce groupe-là, on va se mettre dans la vue de face et on va faire une rotation. Alors, une rotation qui va partir aller du centre jusqu'en haut et on fait une rotation simplement qui soit un peu visuelle. Et après, on va petit à petit le ramener comme il faut, comme il nous plaît. Donc ici, on va se positionner là et on va vérifier cette rotation. On va descendre un petit peu. On va repartir sur la rotation. Donc, on va essayer de choper le point final là. Et puis de remonter ceci un petit peu. Bon, ça a l'air d'être correct. Alors maintenant, je vais quand même faire une autre rotation, mais cette fois une rotation en 3D. Donc, clic droit sur l'icône. Donc, ça, c'est les objets à faire la rotation. Je pars du centre jusqu'au point final. Voilà. Et puis, je vais faire une rotation à 90 degrés. Voilà. Comme ça, ces aspects-là regardent vers l'eau et je trouve ça bon, beaucoup plus intéressant. Donc, pareil, la rotation ici par rapport à ce plan, on va peut-être, oh, quoique ça, c'est peut-être pas très très important, on change simplement la vue. Très bien. Une chose importante que j'ai pas fait, quelle horreur, enregistrer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait dès le départ. Donc ici, on va appeler ceci ampoule webinaire. Voilà. Donc ça, c'est juste du sens commun. On va créer un autre calque, mais pas là, ici. Je l'appelais donc fond. Et dans ce fond, je vais me positionner dans la vue de face pour créer une courbe profil qui va définir le fond, l'environnement en quelque sorte, mais juste l'environnement visuel pour mon ampoule. Et donc ici, on va tirer. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je reste un peu à l'ancienne en le faisant avec une courbe parce que je contrôle bien la courbure ici et donc le dégradé que ce fond va faire. Donc, je tire et j'appuie CTRL pour faire une extrusion. Voilà, de cet objet-là. Voilà, donc ça a l'air d'être correct. Je vais activer la courbe et le dernier point de contrôle. Voilà, pour faire une surface vraiment très large. Ici, donc, si je me mets déjà en mode rendu pour voir un petit peu ce que ça donne et le dégradé qu'il y aurait là, je peux adoucir encore ce dégradé en rendant, en éloignant les points de contrôle, en faisant une courbure plus large ici. Donc, tout de suite, on va avoir justement le fond qui va se dégrader de manière plus adoucie. Alors, voilà. C'est le bon. Voilà. Donc, moi, je vais dire que c'est bon. On va verrouiller cela. Donc, je sélectionne, je vais verrouiller par objet.
Voilà, et ça va me permettre de faire un zoom sur mon objet et donc d'avoir voilà, ce dégradé derrière euh, comme on veut. Ok, passons donc voilà, donc ici, moi, j'ai des panneaux qui sont déjà ouverts, notamment bibliothèque, le soleil et l'environnement. Donc, plan au sol, je ne vais pas l'utiliser puisque j'ai mis déjà mon plan moi-même de manière manuelle. Donc, on va rester avec ces panneaux. Alors, si vous n'avez pas ces panneaux, il suffit de prendre n'importe quel panneau que vous avez, cliquer droit et puis ouvrir l'option bibliothèque, ouvrir l'option environnement et ouvrir l'option soleil. D'accord? Donc, ça va vous ouvrir ces trois panneaux que j'ai là. Alors, on va commencer par le panneau bibliothèque. S'il n'est pas sur le dossier du contenu du rendu, vous n'avez que à cliquer sur l'icône ici pour accéder à ce dossier toujours. Et donc, dans ce dossier, on va avoir quelques matériaux qui viennent avec Rhino et qu'on va aujourd'hui, pour nous faciliter la tâche, les utiliser et qui sont d'ailleurs très bien. Donc, on commence par le vert, transparent. Et donc ici, on a un matériau vert qu'on va simplement glisser sur notre surface. D'ailleurs, on va glisser aussi sur notre deuxième objet ici. Bon, il est à l'intérieur, donc j'arrive pas à le prendre. On va simplement se mettre un instant en mode filaire pour venir. Il est de toute façon, on va dégrouper un instant. Voilà. Et là, je vais pouvoir le sélectionner. Et donc, personnellement, une chose que je vais faire quand même, c'est prendre le tout et appliquer les matériaux par objet. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'appliquent par calque et c'est une méthode très, très valide aussi. Donc, c'est à vous de voir. Quand j'ai beaucoup d'éléments sur un calque et j'ai classé par matériaux, donc effectivement, là, ça vaut le coup de venir ici et puis on tombe sur l'éditeur de matériaux pour appliquer un matériau à tous les objets dans un calque. Mais moi, dans ce cas-là, on a peu d'objets, je préfère l'appliquer par objet. Donc, on vient dans propriété de l'objet, côté matériaux. Et donc là, dans la liste, vert, il y sera déjà parce que je l'ai glissé pour l'ampoule. D'accord? Très bien. Alors, on va aussi glisser d'autres. Par exemple, on va revenir sur le dossier d'avant et on va utiliser le métal. Et donc, dans le métal, on va prendre argent qui est voilà, va être le plus proche d'un acier inoxydable comme on cherche. Donc, on vient ici pour glisser cela dedans. D'accord? D'ailleurs, on va aussi le glisser ici. Et en fait, ça va être aussi le matériau appliqué à nos filaments qui se trouvent à l'intérieur. Il nous reste que un. Donc ici, on revient. Et dans plastique, on a noir réfléchissante qui va servir pour s'approcher d'une version céramique qui va faire de isolant ici à cet endroit-là. Donc là, en fait, on a déjà appliqué tous les matériaux. On va se mettre en mode rendu pour mieux étudier la question. Donc, au départ, on va voir, je vais juste vérifier. On a peut-être un réfléchissant qui est trop fort. Ah, j'ai appliqué c'est pour ça. Donc, en fait, j'ai dû appliquer sans faire exprès de l'argent. Donc, on revient dans la liste et on choisit à nouveau le vert pour voir tout de suite à l'intérieur. Donc, ici, on va rapidement lancer un rendu. Je sais qu'on a dépassé un petit peu le temps, mais juste pour vous montrer les deux autres astuces par rapport au rendu, même si on n'aura pas vraiment le temps de faire le calcul, mais ça sera à vous de pratiquer chez vous. Donc ici, bon, avec des ombres très rudes, on commence quand même à voir les effets avoir appliqué les matériaux. On va se concentrer peut-être maintenant rapidement sur l'environnement. Donc dans l'environnement, on va venir sélectionner aussi dans la croix. On tombe aussi sur contenu de rendu et on va venir voir si on peut choper, par exemple, un des environnements de base de Rhino. D'accord? Alors, moi, j'ai pas trouvé des gros effets avec ces environnements, mais c'est parce que j'ai juste une petite souci qui trouve pas l'image. Alors, soit on va choper une image, donc un environnement, c'est simplement une image qui est plaquée tout autour de la scène et qui me sert justement à faire d'environnement visuel. Mais dans ce cas-là, Rhino utilise aussi pour plaquer l'image un type d'image qui s'appelle des HDR, qui peuvent servir comme en quelque sorte des sources de luminosité dans la scène, notamment pour les matériaux qui sont réfléchissantes.
Alors, ça va donner ces images vont donner beaucoup plus de couleurs, d'informations et de réalisme à nos objets réfléchissants. Alors, on ne va pas vraiment utiliser l'environnement comme image autour parce que nous, on a déjà notre plan, mais on va l'utiliser comme source de luminosité. Alors, celui-là, comme dit, il ne m'a pas chopé. Je vais aller de toute façon chercher une autre image qui me convient plus. Donc, moi, j'ai les miens. Mais dans le dossier lui-même, j'ai choisi certains que je trouvais donner une meilleure option. Donc, en choisissant celui-là, tout de suite, vous avez vu, une fois l'environnement plaqué, l'effet que ça a donné. Ça fait quelque chose de vraiment beaucoup plus réaliste avec les ombres de l'image qui se réfléchissent, en fait, les couleurs de cette image qui vont se réfléchir. Et puis, on peut pousser la chose un peu plus loin en allant au panneau du soleil pour activer ce qu'on appelle la lumière cénitale, qui est une espèce de lumière qui se positionne tout autour de la scène et qui profite de cette image HDR pour encore informer la scène. Et donc là, on va voir aussi avec la lumière cénitale des ombres qui vont être beaucoup plus adoucies. D'accord? Alors, je reviens rapidement sur l'environnement et on est presque fini. Donc là, on va fermer là un instant. Donc là, elle est en mode édition. Donc, je double-clique pour qu'elle soit pointillée et donc pouvoir venir ici pour changer et voir les effets d'autres images HDR. Donc, on va essayer de sélectionner celle-ci. Donc, elle est beaucoup trop puissante, on va dire. On va pouvoir cliquer sur l'image elle-même pour arriver à l'éditeur. Et dans l'éditeur, changer quelques aspects, en fait, de cette image. Voir si on réduit l'intensité, et ainsi de suite. Est-ce que là... Voilà. On va pouvoir gérer. Et donc, générer de différentes ambiances selon les couleurs. D'accord? Alors, personnellement, je crois que je vais partir sur l'autre. Alors, on va faire la petite rotation. Voilà, pour obtenir d'autres ombres et d'autres reflets sur cette image. D'accord? Mais comme dit, je crois que personnellement, vraiment, je préférais l'autre image parce qu'il y a peut-être presque trop de choses qui se passent dedans. Donc, je vais cliquer là pour sortir du mode édition de l'image HDR. Et ici, je vais cliquer pour venir prendre l'image précédente. Donc, on voit qu'elle est un peu plus lourde et puis elle va venir se positionner. On va laisser ici l'information comme elle était. Et donc, comme dit, on n'aura pas vraiment le temps de pouvoir calculer le rendu, mais voilà que les informations sont là. Vous pouvez maintenant simplement, et pour finir, je vais quand même lancer le calcul. Donc ici, vous avez l'histogramme qui va vous donner en fait la répartition de la luminosité dans la scène pour que les zones claires, les zones noires soient vraiment équilibrées. Si elles ne le sont pas, vous pouvez augmenter ou réduire l'intensité de cette luminosité ici. Et puis, sachez que vous avez aussi des effets postérieurs avec lesquels vous pouvez jouer. D'accord? Une fois l'image a fini de calculer, donc ça va être ici dans la barre de progression que vous le saurez, vous pouvez donc aller dans Fichier pour enregistrer l'image dans votre type de fichier préféré, PNG, JPEG, etc. D'accord? Bon, donc voilà ce qu'on avait pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était déjà pas mal. C'était tout un projet avec plein une assemblée de parties, une composition d'objets et donc avec l'aspect rendu pour rapidement voir comment utiliser autant les environnements comme les matériaux de base de Rhino. Voilà, alors on va peut-être ouvrir la séance de questions-réponses. Alors, je demande juste à mes collègues, coucou, s'il y a des choses qui restent à dire. Alors, je vais voir les 3 dernières questions. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un moyen de voir le rendu en temps réel dans Rhino avant de lancer le rendu? Bah, c'est ça le rendu en temps réel, c'est de prendre ici et choisir l'option rendu. Alors, c'est pas à 100% un rendu en temps réel. Il y a des choses comme si on a appliqué une texture sur le matériau et qu'on édite la texture, il faut valider
la boîte de dialogue avant de le voir apparaître sur la vue. Mais une fois qu'on ferme la boîte de dialogue, on le voit quand même dans la vue sans avoir à calculer le rendu. Alors, voilà. Le rendu est parfois différent ou plus lumineux que ce que l'on peut voir dans la fenêtre de Rhino. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est pas, en fait, c'est pas du vrai calcul du path tracing qu'on va dire. C'est pas, en fait, c'est une simulation de ce qui va se passer. C'est des effets OpenGL. Donc, OpenGL, c'est le langage que Rhino utilise. Et il va prendre plein de petites astuces pour simuler ce qu'un vrai rendu qui calcule le passage de la lumière va faire. Donc, vous allez effectivement voir des différences entre l'un et l'autre, mais ça vous donne quand même déjà une bonne idée. Et comme dit, une fois l'image calculée, vous avez ces options que je vous ai montrées pour contrôler un peu mieux cette luminosité. D'accord? Sachez aussi que le calcul de la fenêtre ici dans la perspective se fait sur la carte graphique. Donc, moi, les mêmes choses que j'ai fait seront peut-être un peu différentes sur vos ordinateurs selon la carte graphique et les pilotes que vous avez. Euh, Alors, quand j'appuie le contenu de rendu, rien ne se passe et je ne trouve pas les fichiers matériaux dans le fichier Rhino. Alors, tout à fait. Donc, en fait, si vous voulez, vous nous écrivez un petit email. Donc, je vais vous donner ici l'email. Quand cela vous arrive, euh, donc ici, dans la fenêtre de chat, j'espère que tout le monde le voit, vous pouvez nous écrire à tech.eu@macmil.com pour qu'on vous envoie la solution. En général, ça, c'est des petits soucis de droit d'administrateur où il y a une partie de l'installateur qui ne s'est pas installée, mais la solution, elle est facile. Donc, envoyez-nous, on vous envoie le lien qui explique comment faire. Je ne sais pas comment la déverrouiller puisqu'elle n'est pas reconnue comme un objet normal. Alors, je ne suis pas sûre de quoi vous parlez, Samuel, mais si c'est que vous avez, donc en face, si vous avez fait, si par exemple cet objet que j'avais verrouillé, vous voulez le déverrouiller, vous cliquez droit sur le même icône du cadenas. Soit à l'intérieur de l'icône, vous avez la possibilité de déverrouiller uniquement certains objets. Donc, il va vous montrer les objets que vous avez verrouillés. Vous sélectionnez uniquement un de ceux qui sont verrouillés, entrée, et les autres, donc la courbe, elle reste verrouillée, mais l'élément que vous avez sélectionné reste donc déverrouillé. D'accord, donc on me dit que le problème n'est pas là. D'accord, d'accord. Bon, je vais continuer et après vous m'expliquerez un peu mieux ce qui se passe. On n'arrive pas à sélectionner son image de référence. Ah, l'image de référence. D'accord. Alors, il faut juste... Donc, il n'est pas verrouillé par calque. Ça, vous êtes sûr. Et il n'est pas verrouillé par objet. S'il n'est pas ni verrouillé, ni par calque, ni par objet, c'est un peu étrange. Mais vous arrivez à le visualiser alors. Vous arrivez à le visualiser. Oui, d'accord. Est-ce que vous l'avez inséré en tant que bloc? Est-ce que D'accord. Est-ce que vous l'avez inséré avec l'option cadre image tout simplement? Bon, moi, ce que je ferais, c'est que D'accord. Donc, en fait, soit vous sauvegardez tel que c'est et vous réouvrez le fichier parce que peut-être qu'il y a une petite chose mystérieuse qu'on ne sait pas, soit vous pouvez simplement la réinsérer. La réinsérer. Soit envoyez-moi le fichier, je peux étudier la question plus en profondeur. D'accord? Alors, le rendu est parfois différent ou plus lumineux. Voilà. Quand j'appuie, alors je sais juste le rendu. Quand j'appuie sur contenu, je ne sais pas comment la déverrouiller. J'ai rien dans mon onglet environnement. Est-ce que c'est normal? Donc ça, c'est le même problème que j'expliquais avant, c'est-à-dire il y a une partie de l'installateur qui ne s'est pas installée, sûrement pour des petits soucis de droit d'administrateur. Alors envoyez-nous un email à tech.eu@magni.com et on vous envoie la procédure à suivre.
Est-ce que l'on peut télécharger des matériaux ou des environnements gratuitement sur Internet? Tout à fait. Donc, ce n'était pas vraiment l'objet de cette présentation de créer des matériaux ni d'approfondir dans leur rendu. Ça sera sûrement le sujet d'une prochaine présentation. Donc, ça, déjà, on peut créer. D'ailleurs, par exemple, notamment pour... Donc, on va rapidement me mettre en mode. Donc, ici, le métal, je pourrais venir et choisir, donc, partir d'un matériau existant dans Rhino et rapidement changer un peu les paramètres. Donc, rendre, par exemple, l'éclat un peu plus foncé. D'accord? Donc, on peut changer en se basant sur un des matériaux existants. Mais sinon, donc, je vais vous conseiller, alors, ici, donc, il y a un super site créé donc justement par McNeil Europe qui s'appelle Food for Rhino. Et donc là, si vous allez tout en bas, vous allez trouver des environnements, donc les images HDR, des textures et des matériaux qui sont pour Rhino. Ok Samuel, bah écoutez, si vous voulez envoyer donc nous le fichier, puis on pourra regarder ce qui se passe. Juste petite peut-être précision. Pour nous envoyer le fichier avec l'image, allez dans les options et vous allez dans rendu et vous allez cliquer sur l'option enregistrer les fichiers de ressources. Comme ça, l'image, elle va s'incruster dans le fichier 3DEM. Sinon, on recevra simplement une surface vide. D'accord? Est-il possible d'afficher la liste des objets par calque? La liste des objets par calque. Alors, j'essaie juste de voir exactement. Donc, en fait, vous voulez une liste d'objets, en fait, d'un Rhino. Non, ça, on n'a pas, non. Après, ce que vous pouvez faire, c'est dans les outils de sélection, vous dire, voilà, sélectionnez-moi tous les objets qui sont dans tel calque. Donc, voilà. Tout ce qui est dans vert, vous allez le sélectionner. Il va vous sélectionner tous les objets dans un calque. Ok, bah écoutez, voilà. Donc encore merci beaucoup. Et puis bah j'espère bien une prochaine fois. J'espère que vous avez profité. C'était un contenu assez intense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je vais profiter en dernier pour vous mettre. Donc on va quand même inverser le lien où vous pouvez aller trouver donc notre webinaire. Merci.